Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Juste avant de recevoir mes deux invités vidéo, je reçois Jean-Louis Tremblay, notre partenaire du jour. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Et journaliste au Figaro Magazine, vous pouvez déjà nous présenter la une du Figaro Magazine de ce vendredi ? Oui, et la couverture sera consacrée à Éric Zemmour. Ah oui. Et à son livre. Son nouveau livre. Voilà, je n'ai pas dit le dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je crois. Peut-être mon dernier mot. À suivre, d'accord. On verra la suite vendredi et samedi. Donc. D'accord, publié donc à retrouver en kiosque dès vendredi. Merci beaucoup Jean-Louis Tremblay. On se tourne vers nos deux invités du jour. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Chers auditeurs, je vous invite à rester concentrés. C'est absolument passionnant ce qu'on va venir vous éclairer aujourd'hui avec ce livre « La guerre sainte de Poutine » écrit par Sébastien Boussois et Noé Morin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors Noé Morin, vous êtes docteur en sciences politiques, consultant en politique internationale, enseignant en relations internationales et chercheur associé au NCCT à Stockholm ainsi qu'à l'UQAM, c'est l'université de Montréal. Et puis c'est l'inverse. Hein. Oui, pardon, oui, c'est ça, je vois qu'il y a une inversion, pardon. Noé Morin, pardon, vous êtes diplômé d'études russes à l'University College of London et consultant indépendant en géopolitique. Et vous, Sébastien Boussois, je répète, vous êtes docteur en sciences politiques, consultant en politique internationale, chercheur associé au NCCT et à l'UQAM, donc l'Université de Montréal. On va y arriver. Alors, vraiment, un livre passionnant et j'invite tous nos auditeurs à se le procurer puisque vous apportez une analyse qu'il manque aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui se passe, notamment sur la scène ukrainienne, mais ce qui se passait déjà avant et que nous, avec nos yeux d'occidentaux, avons beaucoup de mal à réaliser. Et vous le dites dès le début dans votre introduction, hein, finalement, dans cette guerre qui échappe à l'analyse, ni la réelle politique, ni l'idéalisme géopolitique ne donnent d'explications satisfaisantes à cette guerre en Ukraine. Il faut investir, dites-vous, d'autres champs, d'autres disciplines pour comprendre les événements en cours. Et c'est bien ce que vous proposez dans votre livre. Et vous l'expliquez un petit peu plus tard également. Aujourd'hui, ici, l'observateur occidental préfère ou a préféré le superflu à l'essentiel, l'image au texte, le symptôme à la maladie. Et vous proposez de revenir justement sur la maladie. J'aimerais bien, au départ, que vous nous présentiez justement quel est ce volet, cet éclairage que nous n'avons pas su regarder et voir depuis le début, nous, occidentaux. Noé Morin, peut-être pour commencer, ou comme vous voulez. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Écoutez, il y a deux écueils, me semble-t-il, en Occident, quand il s'agit de l'analyse du personnage Poutine et de sa politique. Bon, le premier consiste à tout simplement dire qu'il est fou. C'est un discours qu'on entend assez régulièrement. Je pense que Todd avait été cité dans la rubrique qui nous précède et Todd a une analyse assez juste à ce propos parce que si on considère que Poutine est fou, alors aucun moyen n'est suffisant pour l'arrêter. À ce moment-là, c'est l'escalade, la guerre mondiale. Et on voit bien à quel point cette analyse nous mène dans le mur. Et puis la seconde, c'est considérer que Poutine est une sorte de néo-empereur orthodoxe fanatisé, ce qui nous semble quand même très éloigné de la réalité. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était pas tant la foi personnelle de Vladimir Poutine, parce que là-dessus, on n'a que des éléments, tolérés, dont la diffusion a été autorisée, tolérée par le Kremlin, mais plutôt les grandes fresques et les grandes idéologies, les grandes théologies politiques, pour reprendre le vocabulaire schmittien, dont Poutine est pétri. Poutine, comme tous les Russes, a été éduqué en Russie, vit dans l'idée que la nation russe est construite en étroite collaboration avec la construction d'une église orthodoxe indépendante, autocéphale. Et depuis la bataille de Koulikovo, si vous voulez, au schisme de 1666 du Raskol, l'évolution de l'Église et de la spiritualité en Russie a imprégné la politique. Poutine ne peut pas l'ignorer, d'ailleurs il ne l'ignore pas, et on relève plusieurs citations qui sont éclairantes à ce sujet, notamment l'une, et j'en terminerai, en 2018, lorsqu'il visitait le monastère de Valam, en Carélie, au nord-ouest russe. Il dit aux journalistes que les communistes, pendant un siècle, n'ont
pas essayer de faire autre chose finalement que ce que le millénarisme orthodoxe poursuivait, c'est-à-dire la sublimation. Il appelle ça la sublimation. En l'occurrence, on pourrait penser qu'il s'agit de la transfiguration du monde par les voies politiques, par les communistes, et par les voies de la spiritualité et de l'orthodoxie chrétienne de l'autre côté. Et c'est une pensée qui renvoie directement à Nicolas Berdyaev et à des penseurs de la théologie politique russe qui considèrent que s'exprime à travers l'action de l'État russe une pensée orthodoxe, millénariste, qui n'a jamais quitté les dirigeants russes. D'ailleurs, vous y revenez beaucoup, hein, cette pensée millénariste. À préciser, vous le dites d'ailleurs dès l'introduction, hein, que ces éléments sur lesquels vous avez travaillé, c'est un livre extrêmement fouillé pour réaliser cette étude finalement de l'environnement idéologique de Vladimir Poutine. Ce sont des sources ouvertes, les discours notamment de Vladimir Poutine qui sont chez nous toujours rejetés de façon un peu, binaire. On renvoie Vladimir Poutine à sa folie ou à ses tendances tyranniques, sans vouloir entendre en fait certains éléments qui pourtant nous permettraient de mieux comprendre également son idéologie et sa façon de penser à lui, Sébastien Boussois. Oui, alors Noé a démarré fort en entrant dans le vif du sujet. Moi, Oui. je voudrais rebondir sur peut-être une part de notre responsabilité en tant qu'occidental. Il a fait le pan russe. Je voulais revenir sur ce que vous avez développé au tout début de la présentation de l'émission. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui justifient le fait que à la fois le discours et l'action de Poutine et de la Russie en général soient inaudibles, tout simplement parce qu'il n'y a probablement pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je n'aime pas beaucoup ce genre de cliché, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le 24 février cette invasion que l'on considère comme illégale, etc., tout ce qu'on veut, il n'y a pas de doute d'un point de vue du droit international par rapport à ça. On a basculé irrémédiablement, évidemment, dans cette actualité de l'instant. Vous le voyez bien avec les chaînes d'information en continu. Vous avez eu des experts, et ils ont eu bien du mal à trouver des experts de la Russie et de l'Ukraine, justement parce que c'était une zone qui était complètement mise de côté, à peu près la même chose que quand vous avez des problèmes dans le Caucase ou dans les Balkans. Ouais. Vous n'avez pas grand monde. Donc, vous vous retrouvez avec des experts qui sont plus ou moins improvisés. Et puis après, vous avez eu au fur et à mesure, évidemment, vous les avez vus, les généraux de service qui ont progressivement donné une vision à la fois belliqueuse, bien évidemment, vu la situation, mais en tout cas qui ont mis totalement de côté, parce qu'ils n'en avaient pas les outils, les éléments et l'information, des pans entiers pour essayer de comprendre ce conflit. C'est-à-dire qu'on est dans une gestion de l'information au quotidien et on en oublie complètement les bases mêmes et l'origine de ce conflit comme de plein d'autres. Et vous l'aurez, ce n'est pas un hasard, quand on a démarché un certain nombre d'éditeurs, c'est sûrement pas par hasard que Passé Composé, évidemment, s'est saisi de notre projet, parce que c'est un éditeur d'histoire et que pour comprendre le présent, il faut se plonger évidemment dans les racines. Et ça, sur BFM et sur toutes les autres chaînes d'information continue, on n'en a pas le temps et probablement aussi pas l'envie. Donc vous vous retrouvez dans quelque chose de très manichéen. Il y a les bons et de l'autre côté, il y a le méchant ogre, sans essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Alors, Jean-Louis Tremblay, je vous donne la parole. D'abord, je tiens à féliciter nos deux auteurs pour la qualité de leur travail. C'est remarquable, c'est passionnant, c'est formidablement documenté. La qualité première de ce livre, c'est de sortir de la binarité habituelle, celle qui nous est assénée, répétée, comme vous l'avez dit, sur les chaînes d'infos en continu, notamment, mais pas que, aussi dans les grands médias, pour aller puiser dans le tréfonds de l'âme russe et d'explorer aussi des champs qui nous échappent dans notre grille de lecture, qui sont aux confins de l'histoire, de la sociologie, de la théologie, de la métaphysique. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental. Alors, ce que vous pourriez peut-être, parce que là, vous avez abordé fort bien, du reste, l'aspect transfiguration du monde et la dimension millénariste, effectivement, des orthodoxes. Peut-être préciser ce que c'est d'ailleurs la dimension millénariste pour nos auditeurs, oui, si vous voulez bien, peut-être Noé Morin. Oui, peut-être commencer par le millénarisme, mais j'aimerais aussi que vous reveniez, parce que ça, c'est passionnant, sur le rôle de
l'occultisme et du chamanisme, puisque, comme on le sait, l'Empire russe a une dimension, a une vocation eurasiatique, et vous y revenez souvent. Alors, voilà. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Juste une chose avant de vous donner la parole. En fait, ce qu'on comprend très bien à travers votre livre, c'est que l'environnement idéologique de Vladimir Poutine et des Russes en général, mais de Vladimir Poutine, est assez complexe et que nous ne percevons pas toujours. En tout cas, pétri d'une spiritualité forte. Mais il y a plusieurs formes de spiritualité, vous le dites, orthodoxie, évidemment. On va reparler du patriarche Kirill, soufisme, nietzschéisme et occultisme, chamanisme, etc. Donc, c'est toutes ces idéologies, toutes ces spiritualités en présence, qui influent aujourd'hui la politique, notamment de Vladimir Poutine. Et c'est en ça que votre analyse est très, très intéressante. Alors, l'idée, ce serait qu'aujourd'hui, on prenne le temps pour décrire chacune de ces influences. Donc, on peut commencer, en effet, par... vous parliez le millénarisme, je pense que c'est celle qui s'impose en premier lieu, non? Voilà. Oui. Alors, Noé Morin. Merci pour vos commentaires. Effectivement, en fait, je pense qu'on ne comprend rien à la politique russe, à son développement historique, si on ne considère pas l'émergence du millénarisme en Russie. La Russie est évangélisée relativement tard, en fait, comparativement à d'autres nations. Au IXe siècle, c'est le baptême d'Olga, la conversion de Vladimir, et puis plusieurs siècles d'occupation mongole, suite à quoi l'Église... alors c'est la bataille un peu romantique, c'est le récit national russe qui veut ça, évidemment. La bataille de Kulikovo, 1380, qui voit les troupes de Donskoy, qui est le grand prince de Moscou, l'emporter pour la première fois face aux troupes de l'Horde d'Or. Donskoy, qui avait été recueillir juste avant de s'engager dans la bataille, la bénédiction de Saint Serge de Radonej, un ermite qui était très écouté des puissants à l'époque. Donc on voit bien comment, si vous voulez, la construction nationale russe est inextricablement liée à la bénédiction de Saint Serge et progressivement va naître en fait dans la conscience russe l'idée que face aux empires qui meurent et en particulier face à la chute de Byzance, qui, avant de chuter, il faut le rappeler, a abjuré sa foi, puisque au Concile de Florence, les Byzantins ont décidé de s'aligner sur les Latins. Et le seul métropolite à ne pas s'être rendu au Concile de Florence, c'était le métropolite russe, qui a refusé l'union à Byzance. Et c'est significatif parce que vont naître de ces éléments, si vous voulez, la conscience, la certitude et la volonté que la Russie doit incarner la réalisation du christianisme sur Terre. C'est en cela qu'on peut parler de millénarisme. Cette théorie, elle est formulée en fait pour la première fois par le moine Philoté de Pskov. Nous sommes au XVe siècle, si je ne me trompe pas, qui dans sa correspondance avec Vassili III, l'empereur Vassili III, lui dit « Deux Roms sont tombés », c'est-à-dire l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et vous avez le dernier empire chrétien. Et il vous revient la tâche de réaliser le christianisme sur terre et de fédérer les chrétiens sous votre bannière. On peut dire qu'en fait, cette vision, elle anime toujours une partie des élites russes jusqu'à très tard. Au XIXe siècle, la Russie intellectuelle est divisée entre slavophiles et occidentalistes. Les slavophiles se revendiquent de cet héritage. Et ça donne une tradition d'ailleurs magnifique. Aujourd'hui encore, proche de Poutine, et vous le disiez, il y a des gens qui s'intéressent à ces théories, qui s'y intéressent sérieusement. Vous prenez le confesseur réputé du président Poutine, même si c'est de l'ordre de la rumeur a priori, mais en tout cas les deux hommes sont proches, Tikhon Shevkunov, qui est devenu métropolite et qui était archimandrite et recteur du séminaire de Sretinsky au centre de Moscou, lorsqu'il fait paraître un documentaire qui s'appelle Byzance, la fin d'un empire, la chute d'un empire, il expose pas autre chose que les visions que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'il fait revivre le slavophilisme au XXIe siècle en Russie. Et cet homme-là conseille Poutine. Donc il faut être attentif à ces influences. Et ce sont des gens qui ont l'oreille du président. Oui. Voilà. Et que l'on entend d'ailleurs à travers les discours de Vladimir Poutine, et pas que, dans les derniers discours, la lutte contre le mal, la guerre contre les forces du mal, ça je crois que c'était le patriarche qui l'avait dit. On a vraiment cette notion de guerre sainte, justement, que vous évoquez dans votre titre. Sébastien Boussois, et si on allait voir aussi d'autres influences, notamment ce qui est très étonnant, alors peut-être on va aller dans votre sens d'abord, Jean-Louis Tremblay, et aller voir
voir aussi ces influences occultistes, voire chamanistes. Oui, alors je voulais juste ajouter un Oui. élément par rapport à ce que venait de dire Noé pour recontextualiser un peu la spécificité du territoire, l'immensité du territoire russe, que par essence, vous vous retrouvez avec un empire qui va attirer et qui va être attractif pour bon nombre de groupements, bon nombre d'identités, bon nombre de religions et bon nombre de spiritualités. C'est totalement inévitable, évidemment, au sein même de la population qui s'inscrit dans une forme quelque part de soumission au destin ou de soumission à ce qu'il se passe. D'ailleurs, ce qui m'amuse quand on parle souvent de cette population russe en imaginant qu'elle se révolterait contre Poutine qui, quelque part, a évidemment une envie probablement d'incarner ce qu'était le tsar à la fois de toutes les Russies, mais également le représentant de Dieu sur Terre. Cette population souffre derrière son leader, plus ou moins en silence, et on voit bien d'autres éléments apparaître, que ça soit à la fois cette idée de Nouvelle Rome, voire presque même quelque part de Nouvelle Jérusalem. Il y a une véritable volonté de faire émerger, on en reviendra sûrement après, avec le rôle évidemment de l'Église orthodoxe qui est revenue en force depuis une vingtaine d'années, de vouloir pouvoir représenter un phare spirituel et un phare religieux dans lequel il y a une dominante qui est plutôt l'Église orthodoxe, mais à côté tout un tas d'autres courants. Et l'histoire des chamans, l'histoire des forces qui puissent être au sein de l'armée comme ailleurs, elle est liée évidemment aux premiers combattants de l'armée russe qui viennent en grande partie du fin fond des steppes d'Asie centrale et qui évidemment arrivent avec une part de leur croyance. La combinaison de ce que je viens de vous dire, c'est un Vladimir Poutine aujourd'hui qui porte une croix autour du cou dont il aurait hérité de sa mère et qui vient de Jérusalem, et de l'autre côté, une consultation régulière d'un chaman ou des dirigeants proches de lui qui auraient plutôt au départ des origines, en tout cas je dirais une influence ou des origines dites chamaniques, si je puis dire, en termes de culture et d'influence personnelle, et qui se sont ensuite convertis à l'orthodoxie, comme par exemple Shoigu. Il y a véritablement une sorte de grand mélange, de grand brassage multiethnique et multispirituel. Oui, Shoigu qui est le ministre de la Défense, Jean-Louis Tremblay. Oui, c'est là la dimension, je dirais, syncrétique même de la spiritualité russe, et sans doute, en tout cas, celle de Poutine. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de plusieurs influences. Il y a la dominante étant orthodoxe, certes, mais il y a derrière ces courants qui croient aux forces cosmiques et qui nous viennent des steppes d'Asie, parce que c'est lié, comme vous l'avez dit, à la géographie de la Russie, mais aussi à son histoire. J'en veux pour preuve l'épopée fabuleuse de Ungern von Sternberg, le baron fou, qui pendant la guerre civile, rouge contre blanc, prend évidemment parti pour le tsar. Lui, il est un baron letton d'origine germanique, mais il crée la fameuse division asiatique de cavalerie qui va combattre les rouges jusqu'à la fin. Lui-même va être l'un des derniers à tomber sous les balles des bolcheviks. Donc ça, c'est une tradition ancienne que reprend d'ailleurs Alexandre Douguine, qui Douguine lui-même, au départ, est proche de la nouvelle droite et donc du paganisme, et finalement amorce une conversion à l'orthodoxie tardivement, un peu comme Typhon qui au début flirte avec l'occultisme. Non. Exactement. Oui, c'est très intéressant. La personnalité de Douguine, à mon avis, est intéressante, même si je crois qu'en Occident, son influence est un peu exagérée. On en a vraiment fait une sorte d'éminence grise, un Raspoutine. Il exerçait une influence qui était en vérité assez limitée sur le spectre politique russe. Néanmoins, sa théorie est intéressante parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est un lecteur de Guénon, c'est un traducteur de Guénon. Et Guénon, c'est le penseur de la tradition primordiale qui transcende en fait tous les monothéismes et qui est susceptible d'agréger derrière elle contre la modernité, parce que c'est là que se situe le clivage en fait selon Guénon, c'est la modernité contre les forces traditionnalistes, et les forces traditionnalistes s'appellent en Russie les chrétiens orthodoxes, les musulmans soufis, les chamanistes, enfin, donc c'est toute cette cohorte les juifs Lubavitch aussi. Et naturellement, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cette cohorte de gens qui a priori ont des pensées contraires, qui ne sont pas du même culte,
peuvent s'agréger derrière le poutinisme dans la mesure où il est une sorte d'empire multiethnique, multireligieux qui a bien ciblé où était le clivage et dont le clivage est anti-occidental. Et donc ces gens-là peuvent se retrouver sous la bannière Poutine. Et c'est comme ça qu'est permise effectivement l'association, l'alliance qui nous paraît contre nature, du point de vue occidental, entre des Tchétchènes qui encore il y a quelques années, il y a 20 ans, étaient sous les bombes de Poutine et qui aujourd'hui se battent à ses côtés. Ouais. Et ça, c'est très intéressant d'ailleurs, cette analyse que vous apportez. Finalement, vous dites, derrière le camp de l'orthodoxie, il y a le camp de la spiritualité forte, je crois que c'est ce que vous dites à un moment donné. En fait, c'est le camp des croyants contre les incroyants, contre les occidentalistes. Oui. Sébastien Boussois. Oui, il y a probablement de ça, mais on n'en a pas encore suffisamment parlé. Il y a aussi une forme de croisade anti-occidentale, soyons clairs, et ne nous cachons pas derrière oui, bien sûr. Des pudeurs de gazelle, si je puis dire. Tout ce qui attire, évidemment, ces personnes, tout ce qui attire ces combattants, c'est avant tout une croisade qui est menée. Alors évidemment, la croisade, c'est aussi inversé par rapport à ce dont on parlait aussi au tout début. En général, c'est plutôt les chrétiens contre les musulmans. Enfin, ça a toujours été ça d'ailleurs. Mais la notion, évidemment, aujourd'hui, elle est relativement plus élastique. Aujourd'hui, Poutine, dans cette guerre sainte, mène une forme de croisade anti-occidentale et anti-OTAN. Et là, on voit bien que il y a un certain nombre de courants ou de groupes qui, par pragmatisme ou par conviction, vont rejoindre évidemment le rang des combattants. Alors que ça soit, puisqu'on ne l'a pas cité, Kadyrov, évidemment, grand Mamamouchi de Tchétchénie, qui est une sorte qui fait partie de ces dirigeants adoubés par Poutine, mais qui est totalement baroque, totalement improbable. Regardez un certain nombre de documentaires, dont celui qui était passé sur Arte, sur Kadyrov, pour voir que le personnage, à la fois, cultive la bonne essence d'un islam acceptable par Poutine, et quelque part, dans chacun de ses discours, il place des Allah Akbar à peu près toutes les minutes, voire moins, et qui incarne, de par son apparence physique, de par le discours qu'il délivre, tous les éléments et tous les attributs de ce qu'était l'islamisme contre lequel Poutine combattait durement en ayant fait le choix de raser Grozny dans les années 2000 pour essayer d'en venir à bout. Donc on a un Kadyrov, comme on a des mercenaires syriens qui ont évidemment rejoint et qui peuvent être pour certains djihadistes les rangs de Poutine, a priori tout ce qui aurait pu évidemment je dirais, refroidir le leader du Kremlin, mais la réalité, c'est que ce qui l'emporte par-dessus tout, c'est cette défiance et c'est le rôle et la place que joue aujourd'hui Poutine en leader maximo anti-occidental, et ça, évidemment, c'est un rôle dément pour beaucoup de courants. Oui, mais Sébastien Boussois, alors dans ce que vous dites, finalement, vous dites qu'il incarne un discours presque de guerre sacrée, mais à côté de ça, la réalité, c'est que derrière, concrètement, peut-être qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il veut dire. Son but, c'est seulement une croisade anti-OTAN. Non, il y a véritablement les deux. Il y a une conviction aussi derrière. C'est pas un hasard si les Juifs Lubavitch sont derrière Poutine. La situation des Juifs, on la connaît au 19e et ailleurs. Tout ça, évidemment, heureusement, quand même bien changé. Mais les Lubavitch, évidemment, sont pas les plus convaincus de l'existence de l'État d'Israël, sont pas les plus sionistes qui soient, font partie de ceux qui considéraient que pour que l'État d'Israël soit crédible et soit réalisé et soit véritablement matérialisé sur la terre d'Israël, il fallait que le Messie soit revenu. Or, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas encore véritablement là, et que ces Lubavitch aujourd'hui incarnent, comme ceux qu'on a pu voir d'ailleurs en Iran à un moment du temps d'Ahmadinejad, incarnent une véritable conviction que cet État d'Israël aujourd'hui n'est pas un véritable État d'Israël profondément, mythologiquement et spirituellement basé, mais qu'il n'est qu'une émanation américaine, soutenue évidemment aujourd'hui par l'ensemble des Occidentaux. Donc il y a quelque chose au-delà du pragmatisme, il y a évidemment beaucoup de fond sur toutes ces communautés qui rejoignent aujourd'hui le combat et l'idéologie incarnée par Poutine. Alors on continue de parler de la guerre sainte de Poutine, le livre absolument passionnant de Sébastien Boussois et Noé Morin aux éditions Passé Composé. Mais tout de suite, on fait un point sur les informations. Il est 9h pile sur Ligne Droite. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Nos deux auteurs, Noé Morin, Sébastien Boussois, auteur de La guerre sainte de Poutine aux éditions Passé Composé. On vous l'a dit, un livre absolument passionnant qui décrypte finalement les idéologies en présence au Kremlin et qui nous permettent de mieux comprendre cette guerre en Ukraine. Nous sommes toujours également avec Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine. Jean-Louis Tremblay, je vous laisse la parole. Oui, je souhaiterais revenir sur ce que disait Sébastien Boussois juste avant le bulletin d'information. Effectivement, d'ailleurs c'est bien pour ça que le livre est intitulé La guerre sainte de Poutine. C'est une croisade contre un ennemi qui est bien identifié, c'est l'Occident. Pourquoi l'Occident ? Parce que l'Occident incarne tout ce que détestent ses croyants. Je dis bien ses croyants, quels qu'ils soient. Que ce soit ceux qui croient en l'archange Saint-Michel ou ceux qui croient aux esprits des anciens, plus loin vers l'Asie. Nous avons là des gens qui ont une approche spirituelle d'un problème. En face, c'est l'Occident athée, disons-le, athée. Au niveau des mœurs, décadent pour ne pas dire dépravé, si on regarde ce qu'il y a dans le camp de Poutine, évidemment l'orthodoxie, le refus de tout ce qui est LGBT, etc. Et ses alliés, c'est pareil, que ce soit les Tchétchènes musulmans de Kadyrov, voire en fournisseur d'armes l'Iran des mollahs. Donc il y a là clairement d'un côté le camp du bien, qui serait le camp du bien, celui de Poutine, et celui qui serait le camp du mal. En gros, Saint-Michel terrassant le dragon. Ça, je pense que c'est important. Moi, j'aimerais quand même revenir. Vous allez dire que c'est une obsession, mais c'est pas une obsession parce que vous y consacrez quand même de nombreuses lignes avec beaucoup d'informations sur l'occultisme et le chamanisme. Et notamment, vous citez le nombre de mages, sorciers, extralucides en tout genre officiellement enregistrés en Russie. Et vous parlez d'une unité, ça me passionne, l'unité militaire 10003. T-1003, dédié à l'étude des phénomènes paranormaux sous l'autorité du commandant Alexis Savine à l'époque de l'Union soviétique. Cette unité aurait été utilisée en Tchétchénie et obtenu des résultats foudroyants, écrivez-vous. Pendant la première guerre de Tchétchénie, on demande aux extralucides de découvrir les champs de mines et de déterminer l'emplacement des postes de commandement ennemis et la direction des offensives. Vous pouvez revenir sur ce point, ça me paraît totalement... Pour moi, c'est un scoop, j'ai jamais entendu parler de ça. Et qui n'a été dissous qu'il y a très peu de temps. Exactement, ça a été dissous, je pense, 2003 ou 2004 par le Premier ministre 2003. de la République, d'après vous. Ivanov. Et en fait, cette unité, et c'est marrant parce que, en plus, comme vous le disiez au début de l'émission, tout est en source ouverte, c'est-à-dire que cette unité, on peut se renseigner assez facilement dessus. Et les soviétiques, ils ont ce stade intéressant qu'ils étaient officiellement athées, néanmoins, tous les leaders soviétiques avaient leur voyante. Il y avait la voyante Djouna, je pense, qui accompagnait Brejnev, qui ne prenait pas une décision sans la consulter. Ensuite, Yeltsin, le premier président de la Russie nouvelle, était lui aussi entouré d'un sacré nombre d'extralucides. Il y a un épisode pendant le putsch de Moscou où il demande à ces extralucides comme on demanderait en fait à un prêtre de prier pour lui et de bâtir une sorte de bouclier magnétique pour éviter la destruction du Parlement et des bâtiments civils à Moscou. Et il considère que sa prière a été exaucée. C'est intéressant de voir à quel point je pense que ça c'est une constante humaine. En fait, les soviétiques n'ont pas pu remplacer ont dû remplacer l'absence de religion par quelque chose d'autre et ils sont tombés dans ce genre de culte. On revient à Berdiaïev qui disait que en fait le soviétisme c'était une expression du millénarisme russe. Ce sont des gens qui avaient un comportement religieux. Berdiaïev disait les communistes occidentaux qui se joignent à la Troisième Internationale, ils ne le savent pas, ils n'ont même pas conscience, mais ils entrent dans la Troisième Rome et ils participent au projet national russe. Et je pense qu'il avait raison. Et c'est effectivement, et ces cohabitations avec les chamans, avec les extralucides, avec les voyants, les magnétiseurs des leaders soviétiques, à mon avis, nous en fournit une nouvelle preuve. Et l'unité militaire dont vous parlez, elle a été fondée dans les années 80, aux dernières heures de l'Union soviétique. Elle a perduré sous Yeltsin. Elle a pris beaucoup d'importance pendant la première guerre de Tchétchénie, où effectivement, on a demandé à ces gens de faire des travaux de précision. Il y avait pendant la guerre froide des gens qui étaient chargés de détecter les endroits supposés où se trouvaient les sous-marins ennemis.
à partir de leur don de voyance. Et donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant personnellement parce que on présente toujours effectivement le communisme comme étant un régime hyper rationnel, marxiste, scientifique, religieux. Quand on voit les dérives dans lesquelles ils ont pu rentrer, ça nous fait réfléchir. Oui, et Je pense puis, que ce qui- ouais. Allez-y, Sébastien Boussois. Oui, oui, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir le contexte général, tout ce que Noé a développé post-1991 et 2000. On est pour paraphraser, mais à l'inverse, Max Weber, on est dans une forme de réenchantement du monde global. C'est-à-dire que vous avez la droite nationaliste religieuse qui arrive en Israël, vous avez la révolution islamique, vous avez en Iran, vous avez le pape Jean-Paul II et cette Pologne extrêmement chrétienne qui commence à frisoter entre le politique et le religieux. Je pense que la Russie, à la faveur aussi de ce contexte global de réenchantement des autres mondes, a pu le faire aussi évidemment de son côté, avec toute cette diversité, de manière totalement décomplexée, et qu'aujourd'hui, même si on a fui, même si les géopolitologues et autres analystes de tout poil ont refusé à un moment de basculer dans du Huntington, de considérer qu'il n'y avait pas de choc des religions ou de choc civilisationnel, on voit bien aujourd'hui que, et les mots commencent un peu à poindre dans les grands médias que vous dénonciez aussi tout à l'heure, cette idée de guerre de civilisation, on voit bien qu'elle oppose des mondes et des blocs tout à fait aujourd'hui définis, avec sous-tendu derrière des courants idéologiques et religieux et spirituels extrêmement forts. Jean-Louis Tremblay. Oui, vous parlez de cette période charnière qui a été la décennie 90-2000. Je suis complètement d'accord avec vous. Il se trouve que c'était il y a 30 ans. J'avais un ami regretté, Édouard Limonov, qui a disparu. Et avec lui, j'avais visité ce Moscou qui était quasiment pré-révolutionnaire, puisque à l'époque, il y a eu une tentative de putsch. Yeltsin tenait un pouvoir très très faible, et jamais la Russie n'a été aussi proche de tomber dans l'orbite américaine qu'à cette période. Et il y a eu une réaction populaire. Cette réaction populaire était étrange, puisque nous avions d'un côté les nationaux bolcheviques de Édouard Limonov, il avait créé le Parti national bolchevique. Il y avait déjà à l'époque Alexandre Douguine dans les manifestations, et Douguine à l'époque se revendiquait toujours du paganisme. Et puis il y avait des popes qui brandissaient les bannières du Christ, et des archanges. Donc ça existait déjà, et je pense que c'est à ce moment-là que s'est constitué finalement le poutinisme, qui aujourd'hui s'exprime politiquement et militairement. Et c'est important. Et je rappelle que Édouard Limonov a signé à l'époque un livre qui reflète tout le dégoût qu'inspire l'Occident aux vrais Russes, qui s'appelait, c'est éloquent, le Grand Hospice Occidental. Il nous décrivait comme un grand hospice occidental, un EHPAD pourrissant. Allez-y. Je me permets juste de réagir à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il est important, je crois, comme vous l'avez fait, de caractériser ce qu'ont été les années 1900, excusez-moi, du belgicisme 90-90 en Russie. Et sans quoi on ne comprend rien au poutinisme. Et c'est intéressant parce qu'il y a un marqueur que j'apprécie particulièrement pour des raisons personnelles, qui est le marqueur architectural. L'on voit à partir du retour de l'arrivée de Poutine au pouvoir, du retour de la vraie foi en quelque sorte, et de la mise de côté des croyances de substitution que s'étaient procurées les soviétiques. L'on voit aussi réapparaître un néo-traditionnalisme qui avait été impossible pendant le siècle soviétique. Si vous prenez des ouvrages architecturaux qui ont été initiés, construits par Tikhon Shevkunov à Sredinsky, par exemple, le nouveau monastère, qui est une nouvelle bâtisse qui date, je crois, de 2014, dans un style en fait néo-russe, on ne fait que poursuivre l'évolution du style architectural russe qui aurait vu le jour et qui se serait épanoui en Russie si les soviétiques n'avaient pas imposé un modernisme constructiviste sous Lénine, et puis Staline, un classicisme
romanticisme gigantesque. Enfin, et donc c'est marrant parce que, si vous voulez, l'architecture reflète bien, à mon avis, l'évolution des mœurs. Poutine, c'est le retour à la tradition, c'est effectivement le douguinisme, et c'est la rectification d'une erreur historique. Je crois que c'est comme ça qu'elle est conçue, qui a été le siècle soviétique. Rectification qui ne veut pas dire que, parce que lui-même essaye de s'attirer d'ailleurs les sympathies de l'ancien électorat soviétique, et essaye de s'inscrire aussi, quand il dit qu'il ne regrette pas l'Union soviétique, n'a pas de cœur, mais celui qui voudrait l'imposer à nouveau n'a pas de tête. Et clairement, il n'est pas dans une démarche qui est hostile vis-à-vis du passé soviétique, mais en même temps, il referme cette parenthèse et il revient à la tradition russe. Et il le dit d'ailleurs de manière systématique, vous l'avez entendu plein de fois, sur le fait que l'effondrement de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc à chaque fois, il navigue un peu entre les deux pour essayer de réinstaurer ou réinstaller l'empire russe contre l'autre fameux empire. Oui, et justement, vous le décrivez très bien, cette guerre d'empire. Vous dites on est clairement, à l'évidence, rentré dans une guerre d'empire, et la Russie n'y est pas engagée au seul titre de ses intérêts souverains, mais aussi de sa crédibilité, de son histoire, et donc de son rôle dans l'histoire universelle qu'elle veut récupérer. Et vous citez un extrait du patriarche Kirill qui est très intéressant, du 6 mars 2022. Il déclarait dans un prêche à la cathédrale du Christ Sauveur, Nous sommes engagés dans une lutte qui n'a pas une signification physique, mais métaphysique, avant d'ajouter: à Dieu ne plaise de faire triompher dans l'Ukraine fraternelle et si proche de nous les forces du mal qui ont toujours lutté contre l'unité de la Russe et de l'Église russe. Donc on voit en effet cette guerre sainte, encore une fois, cette guerre d'empire. Et alors, ce qui est intéressant dans cette guerre d'empire, vous le rappelez aussi dans votre livre, c'est que l'autre empire, l'empire occidental, lui aussi a une part d'idéologie. On a l'impression qu'on fait une guerre qui n'est pas idéologique, seulement pour la défense des libertés. Et vous le décrivez très bien, il y a une part idéologique. Et il y a quelqu'un qui l'avait remarqué également, et qui aujourd'hui visiblement l'a oublié. C'est Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs en août 2019. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Voilà, Emmanuel Macron qui parle d'état-civilisation. C'est particulièrement intéressant, venu d'Emmanuel Macron en 2019, donc avant le début de la guerre en Ukraine. On comprend que là, en tout cas, il y a eu une clairvoyance de la part de notre président de la République vis-à-vis de cette guerre civilisationnelle que vous décrivez très bien. Et puis, de l'autre côté, vous le dites aussi, l'Occident est également civilisationnel. C'est bien deux civilisations qui s'affrontent. Sébastien Boussois, peut-être ? Oui, on est effectivement ce que dit Emmanuel Macron en 2019 est plus qu'intéressant, parce que contre
la peur panique de cet Occident quelque peu déclinant, ou en tout cas qui en a tous les atouts et tous les symptômes de peur, il se radicalise. Or, il oublie probablement, évidemment, qu'il y a déjà eu un renversement du monde, comme disait à l'époque Marie-Claude Smooth, quand j'ai fait mes études il y a bien longtemps, on étudiait ce livre, Le renversement ou le retournement du monde. François Hesbourg avait aussi publié, et bon nombre, pour expliquer que le monde avait basculé et que le monde avait résolument glissé vers l'Est, ce qu'on refuse de voir aujourd'hui. Les grandes tensions de ce monde à venir, elles sont clairement autour de la mer de Chine, de la mer Jaune, entre l'Asie et les États-Unis. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si Obama s'était désengagé en grande partie du Moyen-Orient et d'Asie centrale pour se concentrer. Probablement qu'il savait qu'il n'aurait pas les moyens, il n'aurait plus les moyens d'être partout comme l'ont été les États-Unis, se concentrer sur les principales zones sismiques géopolitiques. Or, ce qu'il se passe depuis le début de la guerre en Ukraine montre à quel point, quoi qu'en disent certains, Vladimir Poutine n'est pas évidemment totalement isolé. Il suffit de voir la conférence de l'organisation de Shanghai en fin d'année dernière à Samarcande, où il y avait à la fois bon nombre de pays d'Asie centrale, le leader chinois qui navigue aussi un petit peu à vue, qui aimerait bien pouvoir arriver à résoudre cette crise qui l'impacte, cette guerre qui l'impacte aussi directement économiquement. Et quand vous avez un pays comme l'Inde aujourd'hui, qui représentera probablement dans moins de 10 ans, si ce n'est moins, la première puissance démographique du monde, et un maudit qui aujourd'hui est aligné derrière la Russie et derrière la Chine, n'a pris aucune sanction et profite du gaz à moindre prix de la Russie, on voit bien que se dessinent des blocs et qu'aujourd'hui, l'Occident, l'Europe, balayée entre les intérêts américains et le rejet permanent de l'ensemble des grandes aires géopolitiques, n'est pas à son avantage, et il ne gagnera pas cette guerre, contrairement à ce que certains continuent à essayer de nous faire croire sur les plateaux de télévision, que l'Europe aujourd'hui est forte, qu'elle est solide et qu'elle a quelque part déjà une partie gagné la guerre. Or, aujourd'hui, on passe d'une dépendance russe au gaz à une mise sous coupe complète des États-Unis et de l'OTAN. Preuve en est, aujourd'hui, on n'a plus le gaz russe, mais on a cet horrible gaz de schiste polluant américain. Les Américains refusent de nous vendre, en plus, au moins au nom de l'effort de guerre, à un prix qui serait relativement plus intéressant. Donc on voit bien qu'on est complètement soumis et balayé. Et Macron, bon, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais certainement pas celui d'avoir, et il s'est bien fait déglinguer, pardonnez-moi l'expression pour ça, d'avoir toujours voulu maintenir la ligne, le contact avec Poutine, parce qu'à un moment ou un autre, dans cette histoire de guerre, on arrivera forcément à cette histoire de négociation, quelle qu'elle soit, avec Poutine ou avec un autre, mais qu'en l'occurrence, on ne fait pas la guerre, on ne fait pas la paix, pardon, avec ses amis, mais on l'a fait avec ses ennemis. Ça veut dire essayer de maintenir coûte que coûte cette forme de dialogue, comme lui avait essayé de le faire. Noé Morin. Oui, oui, tout à fait. En fait, si je peux rajouter un point, c'est que évidemment l'Occident est une force idéologique qui est devenue mondiale, presque. Et quand Ronald Reagan, pendant la guerre froide, il parlait de l'empire du mal, il campait binairement le bien et le mal dans le monde, et il considérait que le mal se trouvait à l'Est. Aujourd'hui, on n'est pas sorti de ce paradigme. Et ce que j'observe, c'est que la Russie, qu'un historien du début du XXe siècle appelait la puissance pauvre, dans la mesure où elle avait peu de ressources comparée à d'autres, la Russie a un logiciel, enfin, comment dirais-je, une vision de substitution à celle de l'Occident. Et je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais ce que la Chine n'a pas, par exemple, la Chine, on a l'impression qu'elle veut se tailler une place dans la mondialisation aux côtés des États-Unis, mais elle n'a pas de vision du monde, elle n'a pas cette espèce de vigueur à propager une conception traditionnaliste, ce que la Russie parvient à faire, et c'est pour ça qu'elle parvient à fédérer autour d'elle des nations si diverses. Oui. Jean-Louis Tremblay, vous voulez ajouter quelque chose sur la prise de parole également d'Emmanuel Macron ? Oui, je crois que Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais il n'est pas idiot, donc il a bien senti les choses, et c'est pour ça qu'il a voulu maintenir un lien avec Moscou, aussi ténu soit-il, et même si son entreprise a échoué.
vous l'avez bien dit, sur la scène internationale, on nous dit tout le temps que la Russie est isolée. Mais non, la Russie n'est pas isolée. Il suffit de regarder les votes qui s'expriment à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU, et on voit bien que 75% des pays, et non des moindres, refusent de voter les sanctions contre la Russie et de condamner l'invasion, enfin l'opération spéciale, pardon. Et non des moindres. Donc l'Inde, c'est et puis les BRICS aussi qui se joignent. Alors les BRICS, bien sûr, il y a le Brésil, mais il y a aussi le Pakistan, il y a... Enfin, bref, la Russie est tout sauf isolée, et donc, un, diplomatiquement, deux, économiquement, contrairement aux prédictions à la Nostradamus de nos pseudo-experts télégéniques, elle ne s'est pas effondrée économiquement. Bien au contraire, elle a contenu l'inflation y est inférieure à ce qu'elle est chez nous, et elle a réorganisé son industrie vers une économie de guerre, mais qui tourne à plein régime. Donc elle ne s'est pas effondrée. Et là où l'Ukraine ne... Alors, le courage des Ukrainiens est indéniable, ça c'est un point qu'on ne peut pas contester. En revanche, ce pays est soutenu à bout de bras par tout le reste de l'Occident. Mais jusqu'à quand? Puisque cet Occident, on voit bien aujourd'hui qu'il est quand même... n'est pas ce qu'il était en 1989 à la chute de l'Union soviétique. Il n'est pas ce qu'il était. Et il connaît des difficultés intérieures notamment. Et ces sociétés sont parfois en voie d'implosion sous l'effet que ce soit des questions de mœurs ou des phénomènes migratoires. Je voudrais rajouter une question concernant d'abord une question concrète et puis ensuite une question plus ouverte sur cette guerre des empires. Une question concrète, puisque on entend évidemment dans tous les discours poutiniens notamment cette volonté de lutter de lutter pour la dénazification de l'Ukraine. C'était d'ailleurs le vote à l'ONU. Comment vous imbriquez ça? Comment vous imbriquez cet élément-là dans sa logique, on va dire, spirituelle? Est-ce que ça, c'est vraiment un élément qui rajoute en plus un peu simpliste, on va dire, pour motiver les troupes, ou il y a une cohérence avec le reste de son idéologie? Alors, la thèse du livre n'est pas de dire que la guerre est conduite uniquement pour des raisons religieuses ou spirituelles. On ne fait pas l'impasse, même si c'est pas l'objet du livre, sur les raisons géopolitiques évidentes qu'il y a à vouloir éviter que l'OTAN soit trop proche des frontières russes, et de l'autre côté, évidemment, à vouloir faire basculer dans le giron otanien et euro-américain des pays stratégiques. Non, l'idée, c'est pas ça. Et je pense qu'il y a une part du discours poutinien, j'ai pas de problème à le dire, qui relève, à mon avis, de cette communication de guerre. Par contre, là où c'est plus intéressant, disons, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que l'économie russe a relativement bien tenu par rapport aux estimations, et le peuple russe aussi, quand vous regardez les sondages et les taux de popularité estimés de Poutine, de la part d'instituts d'ailleurs qui ne sont pas susceptibles de promiscuité avec le Kremlin, donc qui sont relativement fiables. Il y a un taux de popularité du président russe qui est équivalent à ce qu'il était en 2014 après l'intervention en Crimée. Et donc il y a une nation qui est quand même solidement rivée derrière son président. Il ne faut pas l'occulter. Et c'est là que je pense que les explications non politiques, c'est-à-dire spirituelles, pourquoi les Russes pensent-ils qu'ils se battent en Ukraine? Il faut nous poser cette question, et si on y répond juste en disant dénazifier l'Ukraine, je ne crois pas que ce soit une réponse satisfaisante, parce que derrière, tout le monde a conscience de la guerre de civilisation qui se joue. Et c'est pour ça que les Russes aujourd'hui sont tellement en soutien de Poutine, parce que il ne s'agit pas uniquement d'une petite guerre de voisinage, d'une guerre territoriale, il s'agit d'un conflit à plus grande échelle. On peut l'interpréter en géopolitique effectivement par une guerre d'empire, une guerre de puissance, mais spirituellement, ça veut aussi dire quelque chose. Et personnellement, quand je lis les prêches du patriarche russe, qui sont moqués ici en Occident, dans lesquels on ne prête aucune attention, c'est en fait très construit. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, c'est une lutte contre la modernité relativiste occidentale. C'est sous-tendu par un discours philosophique qui peut s'entendre, enfin qui peut être compris. Ce n'est pas juste de la communication de la part d'une sorte de supplétif religieux du Kremlin. C'est pas ça.
Et, oui, J'ajouterais sur, Sébastien Boussois. oui, j'ajouterais sur la question de la dénazification, pardon, que les fameuses manifestations et les grands-messes militaires du 9 mai doivent aussi permettre à la fois à, comme le disait Noé, montrer que la population soutient et derrière son dirigeant, et l'armée aussi, malgré quelques défections, malgré les difficultés, tout ce qu'on sait. Mais ça permet aussi à la Russie de rappeler au monde entier que cet imaginaire qu'elle a entretenu dans son méta-récit depuis 1945, qu'elle est venue à bout du régime nazi, qu'elle a été celle qui a libéré les premiers camps de concentration, etc. Et donc, du coup, a apporté le bien contre l'empire du mal, pour revenir à nos histoires de notions d'empire. Donc, évidemment, elle est partie, Poutine est parti du régiment Azov, qui avait bataillé en Crimée, et du coup, on a fait une forme de généralisation qui, évidemment, quelque peu abusive, quelque peu simpliste, et parfois aussi, évidemment, un peu tirée par les cheveux. Ça fait partie, comme le disait Noé, de la communication de guerre et des outils. Mais si on demande, c'est ça qui est assez terrible, et qui montre aussi que l'opinion, que les Russes sont derrière leurs dirigeants. Je pense que bon nombre de Russes interviewés en micro-trottoir au fin fond de l'Oural ou ailleurs sont persuadés que le régime ukrainien est un régime totalement nazi. Donc ça fonctionne aussi. Et la question finalement de fond aussi de votre livre, puisque vous dites il est temps qu'on ouvre les yeux, qu'on écoute ce qui est dit là-bas et qu'on tente de le comprendre, c'est l'objectif de cette lecture. Est-ce que vous pensez que les hauts dirigeants de Joe Biden, Emmanuel Macron, eux ont conscience de cette part d'idéologie dans le combat que mènent les Russes, ou absolument pas? Et à quel point, selon vous, c'est important qu'ils prennent conscience de cette part de spiritualité? Alors, personnellement, je ne pense pas. Je pense malheureusement que justement les buts de guerre de la Russie, ou l'interprétation de ce conflit est mauvaise de la part des dirigeants occidentaux de façon générale, pour qui, de toute manière, toute forme de spiritualité est un déguisement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pris au sérieux dans la mesure où ça ne vaut plus. On est dans une Europe largement déchristianisée. Le seul, et c'est d'ailleurs intéressant qu'ils puissent comprendre, et qui comprennent partiellement l'attitude russe, c'est le Vatican. Ah oui. C'est le pape. Les interventions du pape sur le sujet, en particulier, je pense à sa phrase de mai 2022 où il parlait des aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie, où il essayait de se rapprocher manifestement du patriarcat russe. Alors la courroie de transmission du Vatican, ce n'est pas vraiment le patriarcat russe en Russie, même s'il est incontournable, parce que l'entente est mauvaise. Le pape avait aussi des phrases malheureuses en disant que Kirill était l'enfant de cœur de Poutine. Et c'est les vieux croyants. C'est intéressant d'ailleurs, parce que les vieux croyants en Russie, normalement, ils sont quand même les plus aux hostiles à l'Occident, et voilà, ce sont les plus attachés à la voie russe. Mais manifestement, le pape s'entend très bien avec Leonid Sevastianov, qui est le dirigeant de l'Union mondiale des vieux croyants, et qui est quand même une communauté de 400 000 personnes en Russie, donc c'est pas négligeable, hein, qui a des relations dans les ministères au Kremlin. Et donc, c'est intéressant de voir que le pape, parce que justement, lui évolue dans un tout autre univers, sur un tout autre degré des relations internationales, comprend et fait un effort de médiation avec la Russie. Parce que, voyez-vous, comparé à la situation de l'Union soviétique et de la guerre froide et de l'hiver nucléaire que l'on a pu vivre, je trouve qu'il y a très peu de relais en Occident qui sont compréhensifs de la position russe, ou qui au moins essayent de se mettre à la place de l'adversaire, hein, non sans adhérer à ses thèses, mais au moins d'essayer de comprendre la logique interne et ce qui peut se passer dans la tête des dirigeants russes. Ça donne une situation qui est à mon avis extrêmement dangereuse et volatile, par laquelle on est complètement hermétique au discours russe, et ce qui peut nous conduire assez facilement à une forme d'escalade, ce qui n'était pas le cas au plus froid de l'hiver nucléaire. Il y avait toujours un téléphone rouge, il y avait toujours des relais d'opinion communistes au sein des sociétés européennes, ce qui aujourd'hui n'est absolument plus le cas. Sébastien Boussois. Oui, non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Ce qui est assez symbolique, évidemment, c'est qu'on scrute
le moindre discours de Poutine, on scrute la moindre image. L'image de Poutine au moment de Noël orthodoxe, seul dans cette église. Mais on regarde tout ça évidemment avec un œil totalement biaisé, ce qui, je crois, ne fait que augmenter et favoriser le bruit des armes qui couvre toute possibilité de revenir à une potentielle capacité de négociation. Alors l'argument facile, systématique, c'est de dire oui, mais vous voyez bien que Poutine ne veut pas négocier. Bon, mais à l'époque des années 2000, on en a parlé tout à l'heure, Poutine n'était même pas systématiquement contre l'idée d'intégrer l'OTAN, sauf qu'en fait, pendant des années, pendant 20 ans, on a, et alors là, c'est le gros mot maintenant qui fait qu'on est qualifié de pro-poutinien, c'est ce que j'appelle le point Godwinov. On a eu le point Godwinov, maintenant on a le point Godwinov, la moindre allusion à l'humiliation de la Russie pendant 20 ans, ça y est, on est suspecté d'être kremlinophile, si je puis dire. Je trouve que c'est un véritable problème parce que on refuse de voir que pendant 20 ans, l'Occident triomphant, quand il l'était encore à l'issue de la fin de la guerre froide, à l'issue de ce monde soi-disant unipolaire qui a vite basculé en monde multipolaire, a complexifié la tâche de leadership de l'Occident et que s'il continue à vouloir juste défendre des valeurs qu'il considère comme siennes et exportables parce que tout le monde en rêverait, il ne se retrouvera que face à lui, face à une forme de défiance que Poutine incarne très bien aujourd'hui. On lui a prêté des maladies, on lui a prêté la fin de tout, on lui a prêté. Et or, la réalité, c'est que aujourd'hui, et je pense qu'il y a probablement, je ne sais pas combien, mais des milliards d'individus qui se disent quand même que Poutine a quand même, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, des couilles pour résister à cet Occident, qu'il incarne quelque chose qui parle à beaucoup de personnes sur Terre. Et si on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe dans la tête de milliards d'individus qui feront le monde de demain, cette Asie, cette Afrique, d'un point de vue ne serait-ce que démographique et politique, je pense qu'effectivement, on va droit dans le mur et qu'on accélère quelque part notre déclin par refus de compréhension, d'écoute et de dialogue. Cette Europe qui était censée être l'excellence même, ou en tout cas l'histoire qui a prouvé à la fois le talent des chancelleries. Aujourd'hui, la seule chose dont on est capable, c'est d'envoyer des armes, faire marcher le complexe militaro-industriel qui ne font que repousser à un moment l'issue qui ne pourra être a priori que politique. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Boussois, Noé Morin pour ce livre et cet éclairage justement absolument passionnant. La guerre sainte de Poutine aux éditions Passé Composé, on l'a bien compris, la géopolitique classique s'est trompée. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y a aussi, tout n'est pas que politique, il y a aussi une spiritualité au-dessus et ça nous permettrait de mieux comprendre ce conflit. Merci encore à vous deux, merci à vous Jean-Louis Tremblay. Merci, et puis Ligne droite continue.